Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce salon du Général Dufour, deuxième de l'année, qui sera la continuité de ce qu'on a vécu le mois passé sur la Consulta, puisque la Consulta était les travaux de préparation à l'acte de médiation dont on parlera ce soir. Comme on avait dit l'autre jour, on a fait une série de conférences sur l'époque du changement, 1798-1848, avec en rouge ce qui a déjà passé, et donc en continuité de la présentation de la dernière fois, nous avons ce soir avec nous Georges André, qui est historien, qui fait partie de la commission historique des Salons du Four, et qui nous vient nous parler de l'acte de médiation. Alors, juste quelques mots sur la proclamation de Saint-Cloud, qui était avant la Consulta, donc c'était la première proclamation de Napoléon, qui commençait comme ça. Vous offrez depuis 2 ans un spectacle affligeant. Des factions opposées se sont successivement emparées du pouvoir. Elles ont signalé leur empire passager par un système de partialité qui accusoit leur faiblesse et leur inhabilité. Un petit peu plus loin, il dit « Vous vous êtes disputé 3 ans sans vous entendre. Si l'on vous abandonne à plus long terme, à vous-même, vous vous tuerez 3 ans sans vous entendre davantage. Votre histoire prouve d'ailleurs que vos guerres intestines n'ont jamais pu se terminer que par l'intervention efficace de la France. » Et l'acte de médiation, qui est le document final, commence en ces termes. L'Helvétie, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution. Elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se reconstituer. L'ancienne affection de la nation française pour ce peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses armes et fait connaître comme puissance par ses traités, l'intérêt de la France et de la République italienne, puisque Bonaparte était président de la République italienne, dont la Suisse couvre les frontières, la demande du Sénat, celle des cantons démocratiques, le vœu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent. Alors voilà ce soir cet acte de médiation, et pour nous en parler, nous avons donc avec nous Georges André. Alors comme je l'ai fait l'autre jour avec notre ami Alain-Jacques Tornard, j'aimerais vous dire quelques mots sur Georges André, qu'on voit plus assez souvent. Donc Georges André est né à Lausanne le 24 mai 1938. Il a un baccalauréat de latin-grec et philosophie en France. La licence et doctorat ès-lettres à l'université de Fribourg, avec une thèse sur les émigrés français dans le canton de Fribourg, 1789-1815. Sa famille le destine à la prêtrise. Eh bien non, ce sera l'histoire. Collaborateur scientifique du Fonds national suisse de recherche scientifique, puis au département fédéral des affaires étrangères. Parallèlement chargé de cours d'histoire des médias à l'université de Fribourg, à partir de 1996, où il donne également l'histoire moderne de la Suisse. Professeur émérite, il mène une activité d'historien en tant que chercheur, conférencier, auteur et vulgarisateur du passé. En reconnaissance de ses travaux de haute qualité et de sa contribution au rayonnement de la francophonie dans le monde, la France lui remet en 2004 l'insigne d'officier de l'Ordre des Palmes académiques. Lauréat de plusieurs distinctions scientifiques, auteur de plus d'une centaine de travaux historiques, dont le plus remarqué, l'histoire de la Suisse pour les nuls, que tout le monde connaît, traduit également en allemand pour respecter la cohésion nationale. Grand spécialiste de Nicolas Chenot, à qui il a consacré un certain nombre d'articles. Alors je vais passer toutes ces publications, mais quand même, il y a l'histoire de la Suisse et des Suisses d'abord, qui est un ouvrage collectif en 1985. Il s'est même fendu d'une autobiographie. Qui es-tu, Georges André? Self-interview d'un historien roman en 2003. Donc l'histoire de la Suisse, on l'a vu. La franc-maçonnerie à Fribourg et en Suisse du XVIIIe au XXe siècle. Louis Daffry, premier landamann de la Suisse, coécrit avec Alain-Jacques Tornard. La Suisse romande, une histoire à nul autre pareille. Fait en 2011, Marc Mousson, dont on a parlé dans la présentation passée, qui était premier chancelier de la Confédération suisse, qu'il a fait avec la regrettée Maryse Eurifono, membre de cette commission historique et qui est partie bien trop tôt et qui a
dévasté notre ami Georges, qu'on ne voit plus beaucoup depuis ce temps-là, et on est ravis ce soir, Georges, que tu viennes de Fribourg, en plus pour nous parler de l'acte de médiation. Merci. Alors voilà le livre qu'il a coécrit avec Alain Jacques, que vous pouvez commander chez nous. Et puis, le titre de la conférence ce soir de notre ami Georges André, ça sera « Qui gouverne la Suisse sous l'acte de médiation ?» Point d'interrogation. Avant de lui passer la parole, je voulais, comme on avait fait avec la formation du Sonderbund, vous passer un petit épisode en direct de notre passé qui dure 8 minutes et qui vous présente rapidement la médiation. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. Rencontre exceptionnelle ce soir et dispositif exceptionnel. Nous avons choisi de bouleverser nos habitudes en raison du caractère unique de cette édition. La rédaction a décidé de se déplacer ici même, sur l'île d'Elbe, pour une interview exclusive de Napoléon Bonaparte. En ce 18 juin 1814, l'empereur a abdiqué depuis 3 mois. Son empire s'est effondré au cours d'une année dramatique, y compris pour la Suisse, puisque les Autrichiens se sont permis d'occuper notre pays. C'est pourquoi, au moment où toute l'Europe se réorganise, il nous a paru important de faire le point avec l'empereur. Bonsoir, Majesté, c'est un honneur. Bonsoir au peuple suisse. Et puis, alors, pour nous accompagner durant ce grand entretien, la plus redoutable de nos intervieweuses, j'ai nommé Anne Simon. Bonsoir Anne. Bonsoir Jean-Claude et bonsoir Majesté. Bonsoir Madame. C'est à vous Anne. Majesté, permettez-moi tout d'abord de rappeler brièvement que vous avez été général des armées de la Révolution française, puis premier consul et enfin empereur des Français. Votre génie militaire est reconnu de tous. Et grâce à vous, l'expansion territoriale française a été sans précédent. Mais ce sur quoi nous aimerions nous arrêter plus particulièrement ce soir, c'est l'intérêt que vous avez porté à la Suisse. De 1803 à fin 1813, c'est-à-dire il y a quelques mois, vous avez été le médiateur de la Suisse. C'est bien cela? Disons que je vous ai protégé du spectacle affligeant de vos querelles. Majesté, alors peut-être avant de vous donner plus longuement la parole, nous allons rejoindre notre plateau habituel là-bas en direct du temps de nos téléspectateurs où notre collaboratrice Muriel Jardin va nous rappeler les raisons de votre intérêt pour la Suisse. C'est à vous Muriel, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Votre Majesté. Et merci de me permettre de participer à une expérience si bouleversante. C'est dans des moments comme celui-là que l'on sait pourquoi on a choisi ce métier. 1789, la Révolution en France, c'est la fin du pouvoir absolu du roi. Les monarchies européennes s'affolent et menacent militairement la France. La France révolutionnaire répond par la guerre. En 1798, les troupes françaises occupent les 13 cantons suisses et leurs pays sujets pour en faire un bouclier contre l'Autriche. L'armée française libère ces pays sujets, tels que le Pays de Vaud, l'Argovie ou encore le Tessin. Elle abolit l'ordre aristocratique et réunit les cantons dans une république unitaire et centralisée, la République helvétique. C'est une grave erreur. Les petits cantons alémaniques se soulèvent, la répression est terrible et laisse en Suisse centrale une haine profonde de la France. Napoléon change cette politique. En 1802, il retire ses troupes de Suisse. Aussitôt, les cantons commencent à se faire la guerre entre eux. Le premier consul intervient alors dans la posture d'un médiateur. Il consulte les Suisses et le 19 février 1803, il promulgue, sous la forme d'une loi française, l'acte de médiation qui établit un nouveau régime pour la Confédération. Les cantons restent soumis à la France, mais retrouvent le droit de s'organiser comme ils l'entendent à l'intérieur. Voilà pour moi, Jean-Claude. Votre Majesté, à vous l'histoire. Merci Muriel. Majesté, est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé? Qu'est-ce que l'histoire, sinon une fable sur laquelle tout le monde est d'accord? Disons que je ne suis pas scandalisé. Alors d'entrée, Majesté, si vous voulez bien, et pour toutes
celles et ceux qui nous regardent. Quel regard est-ce que vous posez sur les Suisses? D'abord, je dirais que ce sont d'excellents et de très braves soldats. Ensuite, que leurs différentes démocraties cantonales se rendent intéressantes aux yeux du monde, même si elles présentent beaucoup d'inconvénients. Pour en revenir à la médiation, donc en 1803, vous promulguez l'acte de médiation. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous aviez en tête exactement à ce moment-là? La paix, madame. La paix. Pour dire vrai, j'étais beaucoup embarrassé par la médiation de la Suisse et j'ai longtemps hésité à me mêler de vos affaires, mais enfin, il le fallait. J'ai d'abord rétabli la paix entre les partis qui vous divisaient et j'ai obtenu ce qui était en même temps le désir et l'intérêt de votre nation, ainsi que des États qui vous entourent. Premièrement, l'égalité des droits entre vos 19 cantons et deuxièmement, une organisation fédérative où chaque canton agit suivant sa langue, sa religion, son intérêt, ses mœurs et son opinion. C'est-à-dire que vous permettez le retour aux valeurs d'un ancien régime auquel on vous croyait totalement hostile. Ce n'est pas moi qui vous aurais changé, même avec une puissante armée. Et c'est la nature qui a fait votre État fédératif. Vouloir le vaincre n'aurait pas été digne d'un homme sage. Mais sur un certain plan, je vous ai forcé la main. J'ai maintenu la souveraineté des anciens cantons sujets. Ce n'est pas rien tout de même. Vaud, Argovie, Turgovie, Saint-Gall et le Tessin sont devenus définitivement libres grâce à moi. Vous attendiez en retour l'obéissance. L'obéissance. J'ai toujours pensé que les hommes s'intéressent plus à l'égalité qu'à la liberté. Les Suisses m'ont été reconnaissants d'avoir su abolir toute notion de soumission entre les hommes et entre les cantons. Majesté, à ce stade, si vous me permettez, pour réagir à cet échange, nous avons avec nous ce soir en duplex deux personnalités du monde politique suisse pour discuter de votre médiation. J'appelle avec vous Monsieur Bonzon du nouveau canton de Vaud, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur von Ursenbach, aristocrate du canton de Berne. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, tout d'abord, l'un et l'autre depuis vos lieux respectifs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire l'empereur? Monsieur Bonzon peut-être? Évidemment, pour nous dans le canton de Vaud, il a permis la fin de la soumission aux aristocrates bernois. Notre canton a été reconnu comme tel, c'était une délivrance. Merci, Majesté. Monsieur Bonson. Oui. Monsieur... Oui, il vous entend, Monsieur Follon. Monsieur Bonson. Je vous entends très bien, oui. Vous prétendez que vous étiez opprimé. Quel manque de reconnaissance pour ceux qui vous ont offert la prospérité matérielle durant 3 siècles. Vos paysans n'ont jamais manqué de rien, que je sache, et je n'en ai jamais entendu un se plaindre. Oui, c'est que le grognement de vos ours couvrait nos voix. Mais enfin, merci. Oui, merci. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Revenons, si vous voulez bien, à la médiation dont on parle ce soir. C'est quand même le sujet du jour. Alors, qu'a-t-elle apporté au pays, cette médiation, en dehors de l'égalité des cantons, Monsieur Bonzon? Écoutez, pendant que l'Europe était à feu et à sang, nous, en Suisse, avons été en paix. Notre pays n'était même plus occupé par l'armée napoléonienne. plus occupé. Quelle drôle de manière de voir les choses. Mais enfin, ouvrez les yeux. Nous étions toujours sous le joug de l'empereur des Français et de sa grande armée. Nous étions toujours entièrement soumis. Absolument pas. Vous parlez de paix et de liberté. Mais au contraire, c'est le déshonneur. Écoutez, monsieur, non. Le déshonneur, Monsieur Bonzon, le mot est fort. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déshonoré votre identité? Mais alors, écoutez, absolument pas. Pas du tout. Il me semble que ce monsieur oublie le principal. Sous la médiation, un nouvel esprit de collaboration cantonale s'est développé en Suisse. Pendant 10 ans, nous n'avons eu aucun conflit entre nous. De plus, l'économie suisse s'est redressée, une politique sociale a vu le jour et l'instruction publique a fait d'énormes progrès. Est-ce que peut-être vous avez oublié tout cela? Vous avez été complètement ensorcelé. Ah oui, ben voilà. Sinon, s'étant attaché à votre canton,
Ce n'est pas pour des raisons de cœur. Ah bon, c'est pour pourquoi? des raisons purement stratégiques. Réveillez-vous. Laissez-moi Il y a rire. une amélioration. Merci. Laissez-moi rire, monsieur. Grâce à nous, seuls, les Suisses, et seulement à nous. Mais écoutez... Merci, messieurs, merci. S'il vous plaît, je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord, du moins pas ce soir. Votre Majesté, peut-être un commentaire sur ce que nous venons d'entendre. Les Suisses ne s'intéressent qu'à leurs affaires intérieures. C'est pourquoi je les ai laissés s'organiser comme ils le voulaient. La tranquillité et l'obscurité politique leur conviennent. Pendant ce temps, je me suis occupé de leur politique extérieure. Vous avez tout de même prélevé plus de 30 000 soldats suisses pour participer à vos campagnes militaires. C'est exact. Les soldats suisses aiment se battre. Et se battre sous le commandement de l'empereur Napoléon est glorieux. J'aime aller compter dans mes armées. Lors de vos campagnes jusqu'à la Bérésina, les soldats suisses sont morts par dizaines de milliers. En échange, j'ai protégé la paix de leur canton. Vous savez, pour le bonheur de leur pays comme pour leur gloire, il faut aux Suisses une neutralité qui n'éteigne pas cet esprit militaire qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Voilà, Majesté, je crois qu'il est temps de vous remercier. Cette interview exceptionnelle touche à sa fin. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, votre grande armée a été vaincue. La coalition formée entre autres par la Russie, l'Autriche et la Prusse ont fait tomber votre empire. Et vous voilà donc mis à l'écart sur cette agréable petite île d'Elbe où nous avons eu la chance de vous interviewer ce soir. Majesté, j'aimerais peut-être pour conclure, si vous le permettez, vous citer. Vous avez dit... On peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend. Et c'est-à-dire que c'est la mort de l'empereur Napoléon. Vous savez, jeune homme, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Alors, je reviendrai. Merci, merci Majesté. Pour cet entretien exceptionnel. Alors nous nous quittons, l'avenir de la Suisse qui faisait partie du système continental de la France napoléonienne est donc incertain. Qu'adviendra-t-il de notre pays? Nous le saurons certainement lors de notre prochaine édition en direct d'un passé qui ne cesse d'étonner son présent. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis et amies, qui gouverne la Suisse sous l'acte de médiation? La question, en dépit de son indéniable clarté, appelle plusieurs réponses. Elles seront de 4 ordres: sociologique, idéologique et naturellement politique, mais aussi, et je commencerai par là, anecdotique. L'anecdote, vous le savez, est le sel de l'histoire. Premier point donc, la réponse anecdotique. À la question posée, un Vaudois contemporain de Napoléon avait déjà répondu dès 1803. Il s'agit de Frédéric César de La Harpe, lequel, à l'époque, se faisait appeler citoyen La Harpe, en un mot, et sans particules. Il connaissait personnellement le puissant homme depuis 1800. Le 8 janvier de cette année-là, en tant que président du directoire helvétique, il avait été renversé par un coup d'État. Arrêté, il avait réussi à fausser compagnie à ses sbires et à gagner la France.
le voici bientôt à Paris en demandeur d'asile. C'est là qu'il est reçu par le premier consul. Ce dernier accède à sa demande à condition qu'il se fasse discret et renonce à toute activité politique. 3 ans plus tard, en 1803, la Harpe, rendant compte de l'actualité politique à un ami, se prononce sur le nouveau régime instauré par l'acte de médiation, œuvre de son protecteur. Il mentionne Louis d'Affry, nommé premier landamant de la Suisse, mais le qualifie, non sans une pointe de méchanceté, de préfet de la Suisse. En effet, la Harpe, figure de proue de feu la République helvétique une et indivisible, n'appréciait pas le retour de la Suisse au fédéralisme. Il y voyait une régression. En outre, il considérait la nouvelle confédération des 19 cantons comme inféodée à la France consulaire. À ses yeux, cette Suisse-là, au-delà des apparences, avait été ravalée au rang de simple département français, donc administré par un préfet, autrement dit par un haut fonctionnaire, simple exécutant des ordres venus de Paris. Mesdames, Messieurs, prenons acte de ce témoignage. Mais si d'Affry avait été un simple préfet, le département d'Helvétie aurait eu au moins une particularité. Il serait régi par un système fédéral et le landamant, préfet, devrait rendre compte de sa gestion non pas à une administration centrale comme en France, mais à une diète réunissant les députés des régions composant cette entité administrative à nul autre pareil. On voit par là les limites de ce qui n'était en fait, sous la plume féroce de la Harpe, qu'une boutade propre à amuser la galerie. Mais une boutade, il est vrai, passée à la postérité et parvenue jusqu'à nous. Elle figure même dans le très sérieux dictionnaire historique de la Suisse, à l'article Louis d'Affry, sous la plume autorisée d'Alain-Jacques Xouze Tornard. À en croire la Harpe, la vraie réponse à la question « Qui gouverne la Suisse ?», c'est évidemment Napoléon. Ce dernier sera couronné empereur en 1804 et 2 ans plus tard, en 1806, il prendra le titre officiel de médiateur de la Confédération suisse. Deuxième point, la réponse sociologique. La Suisse, régie par l'acte de médiation, instaure une classe politique fondée sur le système censitaire, c'est-à-dire un mode d'élection privilégiant le critère de la fortune. Pour pouvoir élire et être élu, le citoyen suisse des années 1803 à 1813 doit posséder une fortune dont le barème est fixé, tenez-vous bien, dans les constitutions cantonales et non pas dans une simple loi. Or, les 19 constitutions des cantons de la Confédération de 1803 forment,
dans l'ordre alphabétique, d'Appenzell à Zurich, les 19 premiers chapitres de l'acte de médiation, auquel s'ajoute un 20e et dernier, intitulé « Acte fédéral », dit aussi « Constitution fédérale ». La majorité de ces textes fondamentaux, ils ont valeur à la fois constitutionnelle et diplomatique, contiennent des dispositions précises quant au mode d'élection et d'éligibilité des députés au Grand Conseil, comme aussi des candidats au Petit Conseil, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aujourd'hui Conseil d'État. Les articles en question énoncent clairement en francs suisses de 1803 le montant du cens électoral, autrement dit, le capital immobilier ou le crédit hypothécaire minimal que doit posséder tout candidat au législatif et à l'exécutif, comme aussi d'ailleurs de tout candidat au poste de juge au tribunal, de juge de paix ou membre de la municipalité. En d'autres termes, le cens électoral confère officiellement le pouvoir à la classe possédante, et plus précisément aux propriétaires immobiliers et à travers le crédit hypothécaire aux investisseurs dans l'immobilier. Petit rappel, au plan fédéral, le suffrage universel masculin ne date que de 1848. Si on relève systématiquement tous les montants indiqués dans l'acte de médiation, il en ressort un fait majeur. La Suisse médiatisée compte 19 États indépendants, égaux en droit, certes, mais inégaux en richesse. Voici les chiffres concernant les conditions financières de tout candidat au Parlement de son canton. Vous saurez dans un instant le pouvoir d'achat du franc suisse de 1803. Les cantons se répartissent en 6 classes bien distinctes. En partant de la plus élevée, on a 6 catégories. Première catégorie, canton exigeant au minimum 20 000 francs de Suisse. Argovie, Berne, Thurgovie, Vaud, Zurich. Deuxième catégorie, minimum 16 000 francs de Suisse, Tessin. Troisième catégorie, minimum 12 000 francs de Suisse, Fribourg, Lucerne, Schaffhouse. Quatrième catégorie, minimum 10 000 francs de Suisse, Bâle. Cinquième catégorie, minimum 5 000 francs de Suisse, Soleure. Sixième catégorie, minimum 4 000 francs de Suisse, Saint-Gall. Les constitutions des 7 cantons ne fournissent aucun chiffre. Il s'agit des grisons ainsi que des 6 cantons à Landsgemeinde, c'est-à-dire sans parlement, à savoir Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zug et Appenzell. Les chiffres appellent le principal commentaire que voici. Les 5 cantons de la première catégorie, à savoir Argovie, Berne, Thurgovie, Vaud et Zurich, occupent le plateau, Mittelland en allemand, et sont financièrement les plus exigeants. 20 000 francs de fortune au minimum. Ces 5 cantons sont aussi les plus peuplés et apparemment les plus riches.
En effet, le pouvoir d'achat du franc de 1803 est probablement, en matière immobilière, plus de 100 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. En voici un exemple. À l'époque, dans le canton de Zurich, où le coût de la vie est déjà l'un des plus élevés de Suisse, une maison ordinaire ne vaut pas plus que 500 francs. Mais, me direz-vous, qu'est-ce qu'une maison ordinaire? Il s'agit d'une demeure en bois, au toit de bardeaux ou de chaume, abritant la famille, alors souvent nombreuse. Ce type de maison est alors le plus répandu. La maison toute en pierre, à toit de tuiles ou d'ardoise, est encore un luxe. Il va de soi que pour tenir leur rang, les notables se doivent de posséder une demeure en pierre, située de préférence dans les beaux quartiers. Ajoutons aussitôt qu'il en va différemment du pouvoir d'achat dans le domaine de l'alimentaire. À l'époque, la part du budget destiné à nourrir une famille est beaucoup plus élevée que de nos jours. Dans les familles modestes, elle dépasse, et de loin, les 50%. En se basant sur le critère de l'immobilier, il s'avère que la classe politique composant les 4 premières catégories de cantons, donc possédant de 20 000 à 10 000 francs de fortune, cette classe politique apparaîtrait aujourd'hui comme un club exclusif de millionnaires. Dit autrement, le législateur de 1803 a sciemment scellé l'union de l'avoir et du pouvoir, comme disent les sociologues, comme garant du bonheur de l'État et de sa solidité. À l'époque, on désigne la classe politique supérieure par une expression pittoresque, aristocratie de richesse. Cela, évidemment, par opposition à aristocratie de naissance. Il est permis d'y voir la montée en puissance de la bourgeoisie, même si certaines familles cumulent aristocratie de richesse et aristocratie de naissance. Aujourd'hui, pour caractériser cette concentration du pouvoir et de l'argent, on parlerait de plutocratie. Petite question, pourquoi, sous Napoléon, ne parle-t-on pas de plutocrate? Réponse, tout simplement parce que le mot n'existe pas encore. En témoigne le dictionnaire de l'Académie, édition de 1798. Plutocratie n'est attestée qu'à partir de 1843, donc de la monarchie de Juillet, régime souvent résumé par le fameux mot de Guizot, « enrichissez-vous ». C'est d'ailleurs en 1843 que le Premier ministre du roi citoyen Louis-Philippe lance à la Chambre des députés sa fameuse invitation. Pour la Suisse des années 1803 à 1813, on peut parler de plutocratie élective. Sa légitimité est garantie
par l'acte de médiation même, donc au plus haut niveau. C'est dire l'importance accordée à l'époque à la notion de propriété. D'ailleurs, au début du XIXe siècle, le terme capitaliste n'a aucune connotation péjorative. Troisième point, la réponse idéologique. La plutocratie helvétique, celle qui, de fait, est de droit, gouverne le pays, se regroupe-t-elle dans un parti déterminé? Si oui, ce parti professe-t-il un credo spécifique? Un homme de poids a répondu à la question à l'époque même. Il s'agit du Landamant d'Afrique. Le premier chef d'État du régime de la médiation a compris l'enjeu et prend ouvertement position. On est en mai 1803. Louis d'Affry, de retour en Suisse, l'acte de médiation sous le bras, exerce les pleins pouvoirs. En effet, la Diète fédérale, convoquée pour la première fois, n'est appelée à siéger qu'en juillet. Dans une missive à un parent proche, il écrit, écoutez bien, « Nous ne sommes ni aristocrates ni libéraux. » Or, paradoxe, l'éminent épistolier est précisément un aristocrate libéral. Aristocrate par le sang, car issu de la noblesse qualifiée d'origine médiévale, et qui n'a donc pas usurpé sa particule. Libéral, car imprégné des grandes lumières françaises, sans toutefois que ce libéral perde la foi dans laquelle il a été baptisé. À ce propos, un silence assourdissant gronde dans la vie politique du Landamant d'Afrique. Ce catholique pratiquant s'accommode d'une république placée sous le régime de la séparation de l'État et de l'Église. D'ailleurs, aucune cérémonie religieuse n'accompagne protocolairement le rituel politique de la consulta. Revenons à nos moutons. Par tempérament, autant que par conviction, sinon par calcul, Louis d'Affry se situe au centre de l'échiquier politique. Les fortes turbulences imputables aux courants révolutionnaires et contre-révolutionnaires qui se disputent le pouvoir à partir de 1789 dans la France où il fait carrière, ne semblent pas affecter sa modération congénitale. D'Affry, comme par nature, cultive le juste milieu. Mais encore et surtout, il semble qu'il faille voir en cet homme le militaire dont l'ambition première est de faire carrière et qui parviendra à 41 ans, sous Louis XVI, au grade de maréchal de camp, équivalent de général de brigade. Le fil rouge de sa conduite tient en un mot: concilier la fidélité à la patrie natale et la loyauté envers la patrie d'adoption. Donc la Suisse d'une part, la France d'autre part. Ce patriotisme à double visage,
marque l'histoire séculaire des d'Afrique au service de la France. Louis s'inscrit dans la tradition. En effet, les d'Afrique n'ont jamais servi qu'une puissance, la France, contrairement à d'autres familles suisses au service dit de l'étranger, service capitulé. En 1803, en se disant ni aristocrate ni libéral, Louis d'Afrique se veut chef d'État idéologiquement neutre, sans parti, ou mieux, au-dessus des partis. Cela au nom d'une conciliation générale censée bander toutes les énergies du pays au service du nouveau régime. Il y a plus. Depuis la prise de pouvoir par le général Bonaparte à la faveur du coup d'État du 18 Brumaire, comprenant le 9 novembre 1799, ce qu'on appelle esprit de parti est banni. De fait, le premier consul pourchasse les royalistes à droite et les jacobins à gauche. La ligne du régime est tracée, le centrisme apolitique. Voyons un peu par le détail. Empereur, Napoléon dira un jour d'un ton tranchant: les États ne prospèrent pas par l'idéologie. Il visait par là ceux qu'il appelait, malgré eux, les idéologues, groupe de brillants philosophes qui avaient l'audace de bouder le régime dont ils désavouaient l'autoritarisme. Alors qu'il était premier consul, Bonaparte se plaisait déjà à les discréditer dans les journaux. Il écrivait d'eux, je cite, « Il se croit un parti, esprit faux et vague, ils phrasent, ils ne sont bons qu'à théoriser, ils ne connaissent rien à la réalité des faits. » Fin de citation. Ça, c'est du journalisme. Ces doux rêveurs, Napoléon Bonaparte les avait dans le nez. Ce qui devait arriver, arriva. Les idéologues, groupés dans la classe des sciences morales et politiques de l'Institut, verront cette dernière tout bonnement supprimée. L'apolitisme officiel du consulat déteint sur le régime suisse de la médiation. Que lit-on dans l'acte de médiation du 19 février 1803 ? Ceci, je cite, et admirez le style. Le repos de la Suisse, le succès des nouvelles institutions et le bonheur public exigent que les nouvelles magistratures soient garanties de l'influence des passions et exemptes de tout ce qui pourrait les animer et les mettre aux prises. Fin de citation. Eh bien, mesdames, messieurs, on peut parier que dans la berline qui le ramène de Paris à Fribourg au lendemain de la Consulta, voyage qui dure une semaine, D'Affry, désormais premier landamment de la Suisse, a certainement lu et médité ce passage clé de l'acte de médiation qu'il avait dans ses bagages. De cette éthique politique, il en a fait à coup sûr sa profession de foi.
Concrètement, cela voulait dire abat les partis et l'esprit de parti. Les partis n'ont-ils pas, durant les 5 ans de la désastreuse République helvétique, causé un tort irréparable au pays? D'où leur discrédit. Pour Daffry, chargé de mettre en œuvre l'acte de médiation, le canton de Fribourg, dont il est l'avoyer président, doit servir de modèle à la Suisse entière. D'autant plus que la ville d'Eitzeringen est, pour l'année 1803, capitale du pays et siège de la Diète fédérale. Dans une proclamation solennelle du 18 avril 1803, celui qui se présente comme avoyer président l'Andamment de la Suisse s'adresse à ses chers concitoyens et dénonce, je cite, cet esprit de parti qui ulcère les cœurs et aigrit les esprits. On a de la plume chez les Afriques. Et de lancer l'appel que voici. Je cite, « Renoncez, chers concitoyens, aux divisions intestines qu'enfanta l'égoïsme pour votre perte. Abandonnez ces passions haineuses qui déshonorent le citoyen et dénaturent son caractère. » Fin de citation. C'est la condamnation des partis. Ils seront interdits. En outre, toute presse est supprimée dans le canton de Fribourg. Seule y paraît la feuille officielle. De plus, le contrôle de l'opinion s'étend, par le truchement de la censure, aux livres qualifiés de mauvais, ainsi qu'aux images susceptibles, de près ou de loin, d'entretenir l'esprit de parti. Enfin, il va de soi que tout journal étranger au canton, mais qui y trouve des lecteurs, fait l'objet d'une surveillance étroite. Quatrième point, la réponse politique. Mesdames, Messieurs, voici enfin la réponse, la classique, la traditionnelle, celle que vous attendez impatiemment. Qui gouverne au jour le jour? Il y a Daffry, bien sûr, mais pas seulement. On va le voir. Il n'a pas gouverné seul. Mais auparavant, voici la définition officielle du régime de la médiation. Selon l'acte de médiation, la Suisse, dont Daffry est le premier landamment, est, soyez attentifs, une république fédéraliste, présidentielle, à capitale tournante. Explication. L'historiographie semble avoir oublié que la Suisse médiatisée mise en place par la Consulta porte le nom officiel de République helvétique. En témoigne l'article 16 de l'acte fédéral, lequel compose, on l'a vu, le chapitre 20 et dernier de l'acte de médiation. Cet article stipule que, je cite, le landamment de la Suisse a la garde du sceau de la République helvétique. Saurait-on être plus clair? Autrement dit, il y a continuité et non pas rupture entre le régime de 1798 et celui de 1803.
La différence réside dans le fait majeur que la République une et indivisible de 1798, celle de l'art, donc, fait place à une confédération, les 19 cantons qui le composent se garantissant réciproquement leur indépendance. Article 1er de l'acte fédéral. Cette république fédéralisée est de type présidentiel. À sa tête, un landamman étymologique, point de vue étymologique, chef du pays, Land, Aman, chef du pays, dont on énumérera dans un instant les compétences spécifiques et qui présida la Confédération pour un an, du 1er janvier au 31 décembre. Le landamman n'est pas élu. Il préside le canton dont il provient et dans lequel il continue à demeurer. Il ne fait qu'ajouter à sa fonction cantonale la charge de président de la Confédération. En d'autres mots, il coiffe 2 casquettes, à coup sûr lourdes à porter. Un poids tel que D'Affry mourra subitement à l'âge de 67 ans, alors même qu'on le savait de santé solide. Un fait majeur souligne ce poids. Il préside seul le pays, sans cabinet ministériel, assisté seulement d'une chancellerie fédérale. C'est en quelque sorte un pouvoir personnel qu'exerce en solitaire le président de la Confédération. Ce fait-là est unique dans les annales du pays. Si la Suisse de 1803 n'a pas de conseil fédéral, comme ce sera le cas à partir de 1848, elle dispose d'une diète, instance suprême réunissant une fois par an les députés des 19 cantons souverains. Ces députés, un par canton, la diète ne compte donc que 19 membres, ne sont pas élus par le peuple. Ils ne peuvent donc pas voter des lois au nom du peuple suisse. Ils ne font qu'adopter à la majorité des voix et sur instruction formelle de leur canton souverain, des décisions qui en ont recès, Abschiede en allemand. En d'autres mots, la diète n'est pas un parlement moderne, mais plutôt une conférence diplomatique d'États indépendants et souverains. Son originalité est de pouvoir voter des décisions fédérales contraignantes pour les cantons. Mais cela, il est vrai, au terme d'une longue procédure dite ad referendum. Fait majeur, le landamman préside la diète. Donc, le président de la Confédération préside la diète. Le représentant de l'exécutif préside le législatif. C'est dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et que de 1803 à 1848, la Suisse n'est pas une démocratie au sens classique du terme. Enfin et surtout, cette république fédérative et présidentielle est à capitale tournante annuelle,
civils successivement ont à la fois un grand honneur, c'est-à-dire accueillir la diète, et une lourde charge, en assumer tous les frais. Dans l'ordre protocolaire, la succession est la suivante: Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich, Lucerne. Au bout de 6 ans, on revient au point de départ. Ainsi, la boucle reprend dans le même ordre en 1809. Le canton qui abrite la capitale fédérale porte le titre de canton directeur. Aussi, par la règle de la succession annuelle, les cantons, sauf un, Lucerne, seront 2 fois directeurs de 1803 à 1813. Lucerne aurait été donc capitale fédérale en 1814. Le pouvoir du Landamment réside principalement dans le fait qu'il gouverne seul. L'acte fédéral définit les compétences qui lui sont propres. Elles sont au nombre de 7, disséminées au fil des articles. Premièrement, il reçoit les lettres de créance de diplomates étrangers et négocie librement, c'est-à-dire sans instruction, avec eux. Deuxièmement, il a le monopole des relations diplomatiques de la Suisse avec l'étranger. Troisièmement, en cas de trouble à l'intérieur d'un canton, je cite, « il fait marcher des troupes d'un canton à l'autre, mais seulement après avoir recueilli l'avis du canton demandeur. Il peut aussi, après la répression des hostilités, convoquer la diète fédérale pour lui en rendre compte et lui permettre de décider du suivi. » Quatrième point, il gère le contentieux entre cantons et, au besoin, nomme une instance de conciliation. Cinquième point, il met en garde les cantons dont le comportement ou bien contrevient à l'acte fédéral ou compromet la tranquillité publique de la Suisse ou encore viole leur propre constitution. Au besoin, il convoque le Grand Conseil ou la Landsgemeinde du canton concerné. Sixième point, il surveille par le truchement d'inspecteurs les voies de communication et les cours d'eau. Il ordonne, si nécessaire, les travaux urgents aux frais de qui de droit. Enfin, septième point, il convoque la diète fédérale en session ordinaire ou extraordinaire. Le temps manque pour vérifier dans les faits l'application de ce cahier des charges. On relève une constante: le rythme annuel de succession des Landamment est trop rapide pour permettre au chef de l'État d'assurer le suivi des dossiers, raison pour laquelle les Landamment les plus en vue et donc les plus sollicités, conscients de ce handicap, cherchent à le surmonter en se concertant. Ainsi se forme spontanément un triumvirat non prévu par l'acte de médiation, mais qui permet sur le terrain
de compenser les aléas de l'exercice solitaire par temps périlleux du pouvoir. En effet, on l'a vu, et il faut le répéter, le Landamment n'est pas entouré d'un conseil ministériel consultable en tout temps. Ce triumvirat est formé de 3 hommes. Louis Daffry, l'avoyer président de Fribourg, Hans von Reinhardt, le bourgmestre de Zurich, et Nicolas Rodolphe de Watteville, l'avoyer de Berne. Niklaus Rudolf von Watteville. Officiellement, c'est une chose curieuse, von Watteville se dit aussi de Watteville. En français, de Watteville est aussi valable que von Watteville. Chose assez rare. Chacun sera 2 fois président. Mais qu'il soit en charge ou non, il forme un groupe informel, permanent, dont le poids sur la politique fédérale est en rapport avec leur rayonnement personnel. Dans ces 3 destins se dégage une cohérence globale, créatrice de synergie. Elle est fondée sur quelques piliers communs, à savoir une conception élitaire du pouvoir fondée sur la propriété, tous 3 faisant partie de la haute classe possédante. Deuxièmement, une confiance mutuelle. 3e pilier, une certaine affinité sociale, tous 3 appartenant à l'élite urbaine. 4e point, une concertation régulière à la faveur notamment des sessions ordinaires ou extraordinaires de la Diète. Enfin, une entente au moins tacite quant aux grandes orientations à adopter et aux choix à opérer. On pourrait dire, à la limite, que la maison suisse de la Suisse médiatisée repose sur ces 5 piliers. Mais nos 3 meneurs, tout capables et engagés soient-ils, souffrent du même handicap en tant que Landamment en exercice. La maîtrise insuffisante des dossiers à leur entrée en fonction et le manque de personnel. Pour y suppléer, ils n'ont d'autre recours que celui du chancelier. Il faut savoir que la chancellerie fédérale date non pas de 1848, comme on le dit généralement, mais de 1803 déjà. L'institution actuelle est un héritage de la médiation et peut-être même le fleuron de cet héritage. Elle fait l'objet d'un article spécifique de l'acte fédéral. En voici l'essentiel. Je cite, article 38. Un chancelier et un greffier nommés par la Diète pour 2 ans suivent toujours le sceau et les registres. Vous l'avez entendu, nommés pour 2 ans, mais rééligibles. Or, de 1803 à 1830, soit durant toute la médiation et toute la restauration, 27 ans au total, un seul chancelier
sera en exercice. Cet homme est vaudois et a nom Marc Mousson, originaire et natif de Morges. Qui est-il? Marc Mousson est descendant d'émigrés huguenots. Il a 27 ans lors de son élection, ce qui fait de lui, aujourd'hui encore, le détenteur du record de précocité à ce poste, le plus élevé dans la hiérarchie administrative de l'État confédéral. La question se pose: pourquoi sa constante réélection, d'ailleurs à la quasi-unanimité, tous les 2 ans? Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il est le seul magistrat capable d'assurer le suivi administratif de la Diète hors des sessions de cette dernière. Puis, parce qu'il est à la hauteur de sa tâche, par son expérience professionnelle, sa puissance de travail, sa loyauté, sa neutralité idéologique, sa capacité d'adaptation aux changements annuels de l'Andamant. Les Landamans sont très différents par leur personnalité. Il sait s'adapter. Et aussi, à coup sûr, par son habileté manœuvrière dans les turbulences politiques, ainsi que sa maîtrise parfaite de la langue allemande, apprise outre-Rhin à l'université de Tübingen, dont il ressort docteur en droit à l'âge de 20 ans. Précision. L'expérience professionnelle à laquelle Mousson doit son élection de 1803, il l'a acquise dès 1798 en tant que secrétaire général du directoire de la République helvétique. À la chute de l'Helvétique, il est sans emploi. Et c'est Daffry, premier landamant de la médiation, qui l'engage comme secrétaire personnel. Daffry, qui ne sait pas l'allemand, qui parle cette langue à Versailles? Daffry, donc, est heureux de trouver en ce roman un homme à la hauteur. L'entente entre le vaudois protestant et le fribourgeois catholique sera parfaite. Voici maintenant un témoignage digne d'attention et peu suspect de partialité à propos de la personnalité de Marc Mousson. Il émane de la plume de l'ambassadeur de France à Berne. En 1813, le représentant de Napoléon écrit tout bonnement à son chef que le chancelier de la Confédération est, je cite, le véritable landamant de la Suisse. Machiavel nous dirait peut-être quelle technique Mousson a utilisée pour prendre le pouvoir. Toujours est-il que l'incontournable chancelier est devenu, au fil des ans, le quasi-ministre des Affaires étrangères de la Suisse médiatisée. On en veut pour preuve les médailles que lui décerneront, pour bons offices rendus, le roi de Prusse d'une part, l'empereur d'Autriche d'autre part, dans ce dernier cas, sur recommandation, excusez du peu, de Metternich en personne. À quoi il convient d'ajouter l'octroi
par les villes de Zurich et de Berne de leur bourgeoisie d'honneur. Distinction unique à notre connaissance pour un roman qui a fait carrière en Suisse alémanique. L'examen concret des faits, il serait trop long de les passer en revue, permet d'affirmer qu'avec le concours du premier chancelier fédéral, le triumvirat de la médiation a tenu en main les rênes du pays de 1803 à 1813, décennie ô combien difficile et périlleuse, durant laquelle la Suisse, pays de moins de 2 millions d'habitants, a été intégrée de fait dans l'empire napoléonien, qui en comptait plus de 100, tout en préservant l'indépendance de son territoire. Il fallait le faire, alors même que le statut de neutralité de la Suisse n'était pas encore reconnu officiellement par les grandes puissances. Il le sera, vous le savez, en 1815. Quelques mots en guise de conclusion. Pour terminer, il convient de relever 2 faits. Premièrement, l'acte de médiation, contrairement à une idée reçue, n'a pas été imposé autoritairement, mais négocié longuement. Alain Jacques Tornard, la dernière fois, vous a dit ce qu'il en était lors de la consulte. Et deuxièmement, l'acte de médiation a été respecté à la lettre par le médiateur, qui avait déclaré solennellement, je cite, « Nous reconnaissons l'Helvétie comme puissance indépendante. » Fin de citation. Cette formule finale est en résonance avec le préambule du même acte de médiation où le médiateur déclare qu'il a exercé son action, je cite, « sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse. » Fin de citation. On peut présumer que le triumvirat helvétique, dans sa politique commune, a misé, à l'instar du chancelier, sur la bonne foi du médiateur. Cela d'autant plus que, lisons les tout derniers mots de l'acte de 1803, le dit médiateur avait déclaré, en parlant de la France et de sa voisine suisse, je cite, « Nous promettons de continuer les relations de bienveillance qui, depuis plusieurs siècles, ont uni les 2 nations. » Promesse tenue. Ce faisant, la politique napoléonienne se plaçait dans la ligne de la paix perpétuelle conclue à Fribourg en 1516 et dont on a célébré le demi-millénaire en 2016. Merci de votre attention. Bravo.